Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur une théorie qui vient de la chaîne Psychevest et qui fait pas mal de bruit en ce moment. Ça parle des dynamiques des relations modernes et plus précisément d'un décryptage des signes cachés qui, d'après eux, pourraient en dire long sur le passé amoureux de quelqu'un. Et la source, cette chaîne YouTube PsycheQuest, elle commence très fort avec cette affirmation qui est assez provocante, faut le dire. En gros, l'idée de base, c'est que le passé amoureux de quelqu'un, ça ne se compte pas en chiffres, non, ça se ressentirait à travers une sorte d'énergie. Alors attention, c'est important de le préciser tout de suite, ce qu'on va faire ici, c'est une analyse neutre. On va décortiquer l'argument de cette source, point par point. Le but, c'est vraiment de comprendre leur raisonnement, pas de dire s'ils ont raison ou tort. Alors justement, comment est-ce qu'ils en arrivent à ces conclusions ? Bon, on va commencer par la base de tout. La source, elle parle de ce qu'elle appelle l'effet d'engourdissement. Et ça, c'est vraiment le pilier de toute leur théorie. L'idée, c'est qu'à force d'enchaîner les expériences amoureuses, notre capacité à ressentir les choses, elle pourrait être altérée. Et au cœur de cette théorie de l'engourdissement, il y a quoi ? Une hormone, l'ocytocine. La source la décrit un peu comme une sorte de colle biologique, si on veut. C'est l'élément chimique qui serait responsable de la création d'un lien émotionnel très fort entre deux personnes. Alors concrètement, comment ça marcherait ? D'après la source, chaque fois qu'il y a une connexion intime puis une rupture, ça affaiblirait nos récepteurs émotionnels. Ils utilisent une image assez parlante, celle d'un bouton de volume qu'on baisserait petit à petit. Du coup, chaque nouvelle relation serait vécue de manière un peu moins intense que la précédente. Et au final, ce processus mènerait, toujours selon cette théorie, à une sorte d'épuisement émotionnel. Se connecter vraiment à quelqu'un, créer un lien profond, ça ne viendrait plus naturellement. Ça deviendrait un effort, presque un travail conscient. Ok, maintenant qu'on a la théorie en tête, voyons comment ça se traduirait dans la réalité. La source, elle a regroupé les signes en plusieurs catégories. Et la toute première, elle est intéressante parce qu'elle concerne ce qui ne se voit pas, les états émotionnels internes, ce qu'on pourrait, je cite, ressentir. Et dans cette section, on va se concentrer sur deux signes en particulier. Cet engourdissement émotionnel dont on parlait et une sorte d'amertume cachée. Alors, le premier signe, c'est décrit comme une sorte de chaleur, mais une chaleur distante. Une affection qui a l'air un peu mécanique, presque comme si elle était répétée. La personne dit les bonnes choses, fait les bons gestes, mais on sent que la connexion émotionnelle reste en surface. C'est un peu comme une performance, parfaitement maîtrisée, mais pas forcément un sentiment authentique. Maintenant, pour illustrer le deuxième signe, cette fameuse amertume cachée, la source prend un exemple très concret. Cette petite phrase qu'on entend souvent sur le ton de la blague ou comme une généralisation sans conséquence. Et c'est là que l'interprétation de la source devient intéressante. Parce que derrière cette phrase, il n'y aurait pas vraiment de la force ou de la confiance. Il y aurait plutôt une profonde lassitude. En fait, la douleur des expériences passées se serait transformée en une sorte d'armure. Une fierté, mais une fierté défensive. Bon, on a vu l'aspect interne, maintenant passons à l'externe. Comment est-ce que cette théorie se traduirait en comportements concrets, observables, dans une relation ? Ici, on va regarder 3 comportements typiques selon la source. Une approche très casuale de l'intimité, une certaine difficulté à s'engager dans la durée, et enfin, une connaissance presque experte des hommes. L'idée, d'après la source, c'est qu'à force de répéter les expériences, l'intimité perd un peu de son côté sacré. Elle devient plus mécanique, plus transactionnelle, et du coup, la stabilité d'une relation sur le long terme, ça peut paraître ennuyeux. Voire pire. Ça pourrait même devenir angoissant pour un système nerveux qui serait en quelque sorte accro au cycle rapide de la nouveauté et de la rupture. Ici, la source fait une distinction vraiment importante. Il ne s'agirait pas d'une vraie intelligence émotionnelle, mais plutôt d'une reconnaissance de schémas acquise avec l'expérience. C'est toute la différence entre une connexion authentique, une empathie instinctive, et d'un autre côté, des réponses qui sont presque programmées, un script appris par cœur à force d'avoir vécu des situations similaires encore et encore. On arrive maintenant au dernier groupe de signes, et ceux-là sont assez fascinants parce qu'ils ne concernent pas tant la personne elle-même que son environnement et ses mécanismes de défense. On va donc voir 3 derniers points, une sorte de dépendance à l'attention masculine, l'influence de l'entourage et ce que la source appelle un mode de guérison perpétuel. Alors là, la source va assez loin, elle propose une théorie carrément neurologique. L'idée, c'est que le cerveau finirait par associer le drame, le chaos, au sentiment d'être en vie. Et à l'inverse, la paix, la stabilité, ça serait perçu comme de l'ennui, ou même comme un vide. Tout simplement parce que le cerveau serait habitué à recevoir ces décharges de dopamine via l'attention et la nouveauté constante. Voilà une phrase qu'on a sûrement tous déjà entendue ou même dite.
Un conseil qui part d'une bonne intention, a priori. Mais la source, elle, y voit un tout autre message, un sens caché. En fait, d'après la source, ce conseil, dans certains cercles d'amis, revient à dire « surtout ne t'attache pas ». Ça encouragerait les expériences courtes et intenses au détriment de l'engagement. Et ça créerait un environnement où c'est l'indépendance qui est valorisée, bien plus que la loyauté. Le dernier signe est peut-être le plus subtil. C'est cette idée d'être constamment en mode guérison, de toujours travailler sur soi. D'après la source, ce ne serait pas une vraie démarche de guérison, ce serait plutôt une fuite en avant, une façon d'éviter le calme, parce que le silence, l'immobilité, ça obligerait à faire face aux douleurs du passé. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces signes, la question c'est, on en fait quoi? Quelle est la conclusion de la source? Quel est le conseil qu'elle donne à la fin? Parce que la vraie question, c'est ça. Que faire de toutes ces informations? Et la réponse de la source n'est pas forcément celle qu'on attend. Le message final, il est vraiment axé sur l'observation et l'autoprotection. Le but, ce n'est pas de juger la personne en face, ni d'essayer de la réparer. C'est de reconnaître les schémas pour protéger sa propre paix intérieure, son énergie. Pour cette source, la vraie force, la vraie masculinité même, c'est d'avoir la discipline de savoir quand il est temps de partir. Et on termine avec la phrase de conclusion de la source, c'est assez percutant. L'amour moderne ne se meurt pas parce que les gens ont cessé de s'en soucier, il se meurt parce que les gens ont cessé de ressentir. Ça suggère donc que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'envie, mais bien cet engourdissement émotionnel général. C'est une pensée qui clairement laisse matière à réflexion.